Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, célébration ce 2 novembre de la Journée internationale contre l'impunité des crimes commis à l'endroit des journalistes. Dans ce journal, nous reviendrons sur quelques-uns de ces cas qui se sont déroulés sur le sol burundais. Les enlèvements prennent de plus en plus de l'ampleur au Burundi, à Cibitoke et à Muramvya. Des familles alertent et demandent à être informées sur le sort des leurs. Dans ce journal, nous vous parlerons également du cri d'alarme lancé par les habitants de la province Cibitoke qui disent être éprouvés par la criminalité grandissante observée dans leur province. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons par cette page droits de l'homme où des membres du parti CNL continuent d'être victimes d'arrestations aux allures d'enlèvement dans différentes provinces du pays. 2 familles lancent une alerte sur les cas de 2 membres de ce parti. Tous ont été arrêtés le soir de ce lundi dans les provinces de Cibitoke et Muramvya. Jusqu'à présent, personne ne connaît où ils ont été conduits. Les détails avec Eloge Divin, Rémiche. Abdul Daishimiye alias Cher et Désiré Niyuhire alias Gasongo sont les noms des 2 membres du parti CNL qui ont été enlevés dans l'après-midi de ce lundi. Désiré Niyuhire est commerçant de la commune Kiganda en province de Muramvya. Selon les informations qui nous parviennent, il aurait été enlevé par les agents de renseignement dans la localité d'Ogitobe, des agents qui l'ont embarqué à bord d'un véhicule de type double cabine. Abdul Daishimiye alias Cher, un autre membre du CNL enlevé, est de la commune Rugombo, dans la localité de Marambo 1. Il exerce le métier de réparateur de radio. Il a été arrêté ce lundi sur son lieu de travail et a été embarqué par des gens qui étaient à bord également des véhicules double cabine. Les familles de ces 2 hommes, militants du parti d'Agathon Rwasa, ont cherché dans différentes maisons de détention sans les trouver. Ils demandent la libération des leurs et s'ils ont enfreint la loi, qu'ils soient traduits devant la justice. Éloge Divin à Rémi Chah, 10 jours après la disparition d'un fripier de la ville de Gitega connu sous le nom de Prosper Nioni. Sa famille demande l'intervention du CNIDH. La victime a été arrêtée par la documentation la nuit du 23 octobre dernier après l'explosion d'une grenade au quartier Nyamugari. Le point avec Onésime Douchimagit. Le dernier à avoir vu Prosper Nioni l'a vu le 23 octobre vers 21h. C'est quelques minutes après l'explosion d'une grenade au quartier Nyamugari dans la ville de Gitega. Prosper Nioni se rendait voir un de ses proches nommé Gérard Bukuru qui, selon des sources à Gitega, était blessé par les éclats de la grenade qui avait été lancée dans une buvette. Les 2 ont été disparus la même nuit. Le lendemain matin, seul Gérard Bukuru a été retrouvé mort, tué par balle. Quant à Prosper Nioni, la famille garde espoir qu'elle pourrait le retrouver vivre. Le nôtre est disparu et on est chagriné par le fait qu'on ne sait pas où il est pour qu'on puisse connaître sa situation, qu'on puisse lui apporter à manger. Nous supplions les autorités administratives et policières à tous les niveaux qu'ils s'impliquent dans ce dossier. S'il est toujours gardé à la documentation, qu'ils en chargent pour le faire sortir sain et sauf. Pour la famille, s'il est encore en vie, il aurait été sérieusement torturé. Elle interpelle la CNDH de l'aide. Les défenseurs des droits de l'homme au Burundi, en l'occurrence la CNIDH, pourraient voir comment nous aider à sauver la vie d'une autre, si par chance il est encore vivant. On le voit toujours, de gens qui sont arrêtés dans de telles circonstances, ils survivent rarement. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le président de la CNDH, Six Benyini Murava, mais sans parvenir. Pour rappel, 2 jours après l'assassinat de Gérard Bukuru et la disparition de son beau-frère Prosper Nioni, les administratifs et les responsables de la CNDH n'ont pas encore pu réagir à propos.
Merci à toi, Onésime Douchima Guizé de Gitega Cap sur Ururi, où 2 personnes ont été tabassées par des Imbonerakure ce samedi soir sur la colline Kionzo, en commune Rutovu. Ces Imbonerakure ont également pris l'argent que possédaient les victimes. L'une des victimes reçoit des soins à l'hôpital Rutovu. Les habitants de la localité demandent justice. Les détails avec Inès Gakid. Ces habitants de la commune Rutovu tabassés par les Imbonerakure samedi dernier sont Tarsis Ngendakumana et son ami Mbadzumutima. Ils ont été battus par 3 Imbonerakure de la même commune Rutovu. Il s'agit d'un nommé Elvis Nhisumga, un surnommé Tindo. Nos sources n'ont pas pu nous donner le nom du 3e Imbonerakure, auteur du forfait. Les témoins oculaires indiquent que ces Imbonerakure voulaient prendre l'argent que les 2 hommes avaient eu en vendant leur vélo. C'était une somme de 30 000 francs burundais. Les bagarres ont été débutées par 2 Imbonerakure, Elvis Nhisumga et son ami Tindo. Ils viennent de voir un garçon qui vendait son vélo. Le garçon était avec son ami. Ces Imbonerakure ont commencé à les tabasser sérieusement. Les 2 victimes sont Tarsis Ngendakumana et son ami Mbadzumutima. Ces Imbonerakure leur demandaient l'argent tiré de la vente du vélo. Nos sources de la commune Rutovu ajoutent que les 3 Imbonerakure sont aussi impliqués dans d'autres forfaits et crimes commis dans leur commune, comme les enlèvements des habitants de la localité, la persécution des taximotards et autres, et de demander aux autorités de la commune Rutovu, surtout l'administrateur, de redresser ces Imbonerakure du parti présidentiel avant qu'il ne soit trop tard. Nous demandons à l'administrateur de la commune Rutovu de prendre des mesures interdisant ces Imbonerakure à faire du mal à la population car le pays nous appartient tous. Comment ils peuvent débarquer et verser des boissons sur les habitants paisibles tout en les frappant et leur voler les 30 000 qu'ils avaient sur eux? Nous demandons aux autorités d'agir car ils connaissent bien ces Imbonerakure. Que les autorités sachent bien que ces Imbonerakure demain vont le faire pour les enfants de ces autorités. Qu'ils arrêtent donc cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Nos sources de la commune Rutovu font savoir que les victimes ont porté l'affaire devant l'officier de la police judiciaire qui a émis un avis de recherche contre ces Imbonerakure, des Imbonerakure qui se seraient cachés depuis le forfait. Les habitants de Rutovu affirment que ces Imbonerakure bénéficieraient de la protection des autorités locales dans le commissaire de la police à Rutovu. Ils interpellent donc la justice qu'elle traite le dossier sans partialité et que les auteurs du forfait soient punis conformément à la loi. Nous n'avons pas pu joindre Josette Ndaikeza, administrateur de la commune Rutovu, de même que le commissaire de la police à Rutovu. Inès Gakidza. Et en page de sécurité, les habitants de la province de Cibitoke attristés par ces personnes qui continuent d'être retrouvées assassinées dans différentes localités de leur province. Pour eux, tous les Burundais devaient se lever et s'unir afin qu'aucun citoyen ne soit plus tué comme une chèvre à cause de son ethnie ou de ses convictions politiques. Les habitants de Cibitoke qui se sont entretenus avec la rédaction de la RPA demandent avec insistance aux dirigeants du pays et plus particulièrement au président de la République, Évariste Ndayishimiye, de stopper cette éprouvante criminalité grandissante dans cette province. Suivez certains des habitants de la province de Cibitoke qui se sont entretenus avec la RPA. Nous, les habitants de la commune Lugombo, nous demandons avec insistance au président de la République d'entendre la voix de son peuple parce que dans son gouvernement, parent et laborieux, plus personne ne devrait être tué. Nous plaidons que cette criminalité cesse dans notre province qui est devenue comme un abattoir. Nous ne comprenons pas comment des corps sans vie continuent d'être découverts chaque jour dans notre province de Cibitoke, surtout dans notre commune Lugombo, mais également dans la commune Buganda. La population est tellement attristée par ce qui se passe actuellement au Burundi que l'on se demande pourquoi le sang de ces innocents est en train de couler pour rien. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des enquêtes approfondies afin que les auteurs de ces crimes soient arrêtés et traduits devant la justice. C'est très déplorable qu'aujourd'hui nous sommes en train de trouver des cadavres de personnes tuées alors qu'il n'y a pas de guerre au Burundi.
Tu peux avoir une mésentente avec une autre personne et cette dernière peut aller fomenter des fausses accusations contre toi et par là les agents de la documentation viennent t'arrêter et par après on te retrouve déjà assassiné. Nous interpellons nos dirigeants de prendre en main cette situation et d'organiser même des réunions dans toutes les communes afin qu'ils ne viennent plus prendre des personnes comme des chèvres qu'on amène à l'abattoir afin que s'ils reviennent arrêter une personne, nous puissions tous nous lever et lutter contre nos droits, sinon ils vont tous nous tuer. Aujourd'hui, ils amènent l'enfant de Claver. Demain, ils vont prendre celui de Pierre et après-demain, ils vont arrêter celui de Thomas. Nous ne pouvons pas admettre que cette situation reste telle qu'elle est dans notre province de Cibitoke. Que les autorités habilitées puissent alors assurer la sécurité à tous les citoyens sans exception, car un membre du parti CNL est également un citoyen burundais. Les partis politiques peuvent disparaître, mais les gens vont rester ensemble, surtout que dans notre pays, nous nous soutenons réciproquement en cas d'événement malheureux sans considérer l'appartenance politique ou la religion de la personne. Alors, nous demandons à tous ceux qui ont un cœur humain, surtout à nos dirigeants, de stopper cette criminalité immédiatement. Je vous le disais en titre, ce 2 novembre, le monde célèbre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, des crimes qui restent malheureusement impunis au Burundi. Émile Nibasumba. Mettre fin à l'impunité des crimes contre les journalistes, c'est l'un des enjeux les plus pressants pour garantir la liberté d'expression et l'accès à l'information pour tous les citoyens, selon les Nations Unies. Entre 2006 et 2020, plus de 1200 journalistes ont été tués dans le monde et près de 9 cas sur 10 n'ont pas été élucidés, selon l'Observatoire de l'UNESCO des journalistes assassinés. Ce cycle de violence à l'encontre des journalistes est souvent révélateur d'un affaiblissement de l'état de droit et du système judiciaire, indique l'Organisation des Nations Unies. L'ONU rappelle que ce chiffre n'inclut pas les nombreux autres journalistes qui quotidiennement subissent des agressions, y compris la torture, la disparition forcée, la détention arbitraire, l'intimidation et le harcèlement, que ce soit en situation de conflit ou non. En outre, il existe pour les femmes journalistes des risques spécifiques, notamment les agressions sexuelles, rapportent toujours les Nations Unies dans le cadre de la célébration de la journée de lutte contre l'impunité des crimes commis à l'égard des journalistes. Quand elles restent impunies, les Nations Unies s'inquiètent que les agressions de journalistes envoient aux gens ordinaires un message très négatif selon lequel s'ils diffusent une vérité embarrassante ou des opinions indésirables, ils s'attireront des problèmes. La société perd ainsi confiance dans son propre système judiciaire censé défendre les droits de chacun. De leur côté, les auteurs de crimes contre les journalistes se rendent compte qu'ils peuvent agresser leurs cibles sans jamais être traduits en justice. Selon l'ONU, au Burundi, des crimes contre les journalistes restent impunis. Parmi les cas récents, il y a l'assassinat du journaliste caméraman de la radio-télévision nationale du Burundi, Christophe Nkezabahizi, et sa famille le 13 octobre 2015, ainsi que la disparition forcée du journaliste du groupe de presse Iwachu, Jean Bigirimana, le 22 juillet 2016. La justice burundaise n'a pas encore fait d'enquête indépendante sur ces dossiers. Merci à toi, Émile Nibasumba. Et dans notre série de reportages sur le détournement du carburant octroyé par le programme Pensadrim au BPAE de Cibitoke, Bubanza et Luyigi, aujourd'hui nous vous amènerons en province de Luyigi et vous révélerons l'identité des responsables de ce vol. Ce sera avec Emmanuel Nyongeko. La commission d'enquête mise en place par le Pensadrim a effectué une descente en province de Ruyigi en date du 27 janvier 2021. Ce jour-là, Renova Simuzeye, directeur du BPAE Ruyigi, a été interrogé sur comment il a géré le carburant lui octroyé régulièrement par le Pensadrim, ce à quoi il a tenu à expliquer que la distribution était aussi régulière que cela paraît dans les rapports de ce programme et que sur les 11 distributions, il n'a été servi que 8 fois seulement, ce qui veut dire que sur les 7600
656 litres d'essence. Il n'a réceptionné que 5 568 litres. Quant au gazoil, au lieu de 4 400 litres prônés par le Pénésadrim, il a dit n'avoir reçu que 3 200 litres uniquement. Mais paradoxalement, de ces 5 568 litres qu'il a reconnu avoir reçu du Pénésadrim, les techniciens et cadres n'ont eu que 2 754 litres. Interrogé sur ce qu'il a fait de 2 814 litres restants, le directeur Renova Simuzeye a renvoyé les membres de la commission à son comptable, Madame Annonciate Hakizimana, arguant que c'est elle qui était en charge de la gestion du stock et, comme mentionné dans le rapport fourni par les enquêteurs, cette dernière a montré sa liste de distribution en fonction du carburant qu'elle a reçu de son directeur, une distribution qu'elle opérait sur injonction de son supérieur, donc de son directeur. Il s'est alors avéré qu'elle n'a eu à gérer en tout et pour tout que 2772 litres d'essence en 2 ans, alors que le Pénésadrim a octroyé à cette province 7656 litres. Quant au fait qu'il a dit ne pas avoir eu de carburant durant le mois de novembre 2019, ainsi que les mois de mars et octobre 2020, les pièces justificatives présentées par le technicien de terrain Jean-Pierre Douayo, qui était en charge de cette distribution pour le compte du Pénésadrim, ont bel et bien prouvé que le directeur Renova Simuzeye, même s'il l'a nié, a apposé sa signature lors de la livraison de ces 3 mois susmentionnés, respectivement en date du 12 novembre 2019, le 31 mars 2021 et le 4 octobre 2021. Ainsi, ont conclu les enquêteurs, il était impératif de bloquer le financement de cette province jusqu'à ce que les responsables aient terminé de restituer tout le carburant volé. Pourtant, 9 mois après, Renova Simuzeye est toujours directeur du BPA Ruyigi et n'a jamais remboursé tout ce qu'il devait au Pénésadrim et surtout à ses employés qui ont acheté de leur poche le carburant qu'ils ont utilisé en pensant qu'il allait lui être remboursé, mais en vain. Et consécutivement, les techniciens et cadres du BPA Ruyigi n'ont pas touché leurs primes de terrain depuis plus d'une année, expiant les fautes commises par leurs chefs hiérarchiques qui, eux, continuent à se la couler douce. Emmanuel Miyungeko, les habitants de la commune Mugwi en province Cibitoke dénoncent la persécution dont est victime un des grossistes des produits de la Braroudi de leur commune. Des autorités locales sont citées comme étant des auteurs de cette persécution. Ces dernières voudraient récupérer sa place dans le commerce des produits Braroudi. Reportage signé Marie-Ange Ilakoudzi. Les habitants de la commune Mugwi indiquent que 2 grossistes ont le droit d'acheter les produits Braroudi au stock provincial pour approvisionner les détaillants dans cette commune. Selon notre source dans cette commune, un commerçant prénommé Eric vient de passer 3 semaines sans être approvisionné. Et pour cause, l'administrateur de Mugwi s'y est opposé, l'accusant de ne pas acheminer les boissons reçues jusqu'à destination. Eric amène des boissons du méga vers le SSD de Mugwi. Le commerçant surnommé Kibos aussi a le droit de s'approvisionner dans son méga, mais il n'a pas de SSD, il les vend dans sa propre maison. L'administrateur a exigé à Eric de payer une amende d'1 million en disant que toutes les boissons retirées du méga n'arrivaient pas à destination. Mais tout ce qu'il amène, il le vend au prix officiel. Ces habitants disent que Eric est victime d'une injustice et se trouve dans le collimateur du commissaire de police, de l'administrateur de Mugwi et du commerçant appelé Kibos qui cherche à s'accaparer son commerce de boissons. Nous, habitants de la commune Mugwi, trouvons que c'est de l'injustice car toutes les boissons qu'il distribue, il les vend au prix normal. Nous voyons que c'est un arrangement entre l'administrateur et le commerçant qui bosse pour discréditer Eric car il est insensé de taxer une amende à une personne qui vend au prix normal et laisser libre celui qui le vend au prix qu'il veut. Cela signifie que Kibos veut gagner du terrain pour distribuer ses produits au prix de son propre choix. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Melkiad Nzokizwanayo, administrateur de la commune Mugwi, sans succès. Marie-Ange Ilakoudzi, une courte pause et nous abordons la page éducation de ce journal. L'obligation de faire sortir les élèves des classes pour aller accueillir les hautes autorités qui rentrent de l'étranger ou les hôtes de marque fait perdre plusieurs heures de cours aux apprenants. C'est pour cette raison que les enseignants et éducateurs des lycées du lac Tanganyika et du CNU en mairie de Bujumbura s'insurgent contre cette mesure, jugée injuste car seules ces 2 écoles sont concernées. Les détails avec Francine Mahou.
Les enseignants et éducateurs de des écoles de la mairie de Bujumbura, à savoir le lycée Dilak Tanganyika, situé dans la commune Mukaza, et le lycée Gisenyi, situé en Ngagara, dans la commune Ntahangwa, disent que chaque fois qu'une note de marque visite le pays, lorsqu'une haute autorité rentre de l'étranger, les élèves doivent quitter les classes pour aller l'accueillir. Selon les enseignants, cette situation perturbe les activités de ces écoles. Selon ces mêmes sources, ces élèves ont arrêté les cours 2 fois au cours du mois d'octobre. Dans un pays où il y a plusieurs partis politiques, cela ne devrait pas arriver. Dernièrement, ces élèves sont allés accueillir la première dame du Niger. Ils l'ont fait aussi quand le président est rentré. Mais ce jour-là, c'était des élèves d'une autre école. Les professeurs se lamentent beaucoup. Ces enseignants et éducateurs disent qu'ils ne sont pas contre le respect dû aux autorités, mais pour eux, s'il faut les accueillir, tous les élèves de la mairie de Bujumbura devraient être concernés. Si cette activité est exigée par le ministère de l'Éducation, que tous les élèves de la mairie de Bujumbura y participent. Au cas contraire, les élèves du lycée du lac Tanganyika sont des victimes car leurs cours sont perturbés alors qu'ils ont le devoir d'étudier. S'il faut accueillir le président, que toute la population urbaine le fasse. On dirait que ces personnes ne se soucient pas de ces enfants. La rédaction n'a pas pu joindre Hadjarimana François, le directeur du lycée Dilak Tanganyika, et Nouni Jacqueline du lycée Gisenyi. Francine Mahourou, la page éducation, c'est aussi les inquiétudes des enseignants de la commune de Guéhéta en province d'Itega quant à l'usage des fonds collectés pour payer les enseignants bénévoles de différentes écoles de cette commune. Ces enseignants accusent les directeurs des écoles de détourner l'argent car les bénévoles reçoivent un intéressement insignifiant. Le point avec Eric Nyonze. Depuis quelque temps, la direction communale de l'éducation en commune Guéhéta s'est organisée pour payer les enseignants bénévoles de différentes écoles en manque d'enseignants. Malgré cette organisation, les enseignants de cette direction communale de l'éducation qui se sont confiés à notre rédaction regrettent que ces enseignants bénévoles reçoivent un salaire insignifiant. Ce qui nous inquiète, c'est que les enseignants bénévoles sont mal payés. Ceux qui ont le diplôme de D6 et D7 reçoivent un salaire de 40 000 francs burundais. Les licenciés reçoivent un salaire de 50 000 ou 60 000 francs burundais. C'est catastrophique. Certains établissements de cette commune Guéhéta n'ont pas d'enseignants bénévoles à payer. Les enseignants de Guéhéta de se demander à quoi sert alors la somme de 1000 francs par élève collectée sur ces écoles. Ils reprochent les directeurs de ces écoles d'avoir détourné cet argent. Par exemple, l'Ecofo Gweru 1 possède plus de 800 élèves et 2 enseignants bénévoles. C'est-à-dire que les 850 000 francs peuvent bien payer les 2 enseignants. Une autre école Ecofo Gwamvura de Guéhéta possède 1000 élèves, mais la même école n'a pas d'enseignants bénévoles. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore joint Eli Habyarimana, directeur communal de l'enseignement en commune Guéhéta de la province de Gitega, pour bris d'éclaircissement. Eric Nyonzi, Marie pour clore ce journal, le professeur Charles Nditije conseille aux responsables de l'Université du Burundi de se ressaisir et améliorer les conditions de travail et d'hygiène pour les étudiants de cette université dans le but de protéger ces futurs cadres du Burundi. Dans cette université, surtout au campus de Mutanga, il s'y observe l'insalubrité notoire, inquiétant les étudiants qui craignent d'attraper les maladies des mains sales. Cet ancien enseignant à ce grenier du savoir du Burundi conseille aux étudiants de ne pas baisser les bras et d'exiger un minimum de propreté et qu'ils contribuent eux aussi dans cette hygiène. Suivez. Le manque de propreté et d'hygiène élémentaire qui prévaut dans certains campus de l'Université du Burundi, notamment au niveau des toilettes, notamment au niveau des classes, qui manquent de portes, qui manquent de fenêtres dans les auditoires. C'est une situation déplorable, inacceptable,
et parce que cela traduit un manque élémentaire de volonté, de conditions minimales pour favoriser un enseignement de qualité. Aujourd'hui, cette situation traduit à suffisance le manque de volonté, le manque d'engagement de la part du gouvernement, de la part des autorités de l'Université du Burundi pour créer des conditions minimales qui favorisent la qualité de l'enseignement et de la formation. Et je vais donner quelques conseils. D'abord, au niveau des autorités de l'Université du Burundi, qu'ils se ressaisissent et qu'ils comprennent que la qualité de la formation, c'est la base du développement et qu'ils exigent un minimum de conditions décentes pour les études des futurs cadres de l'État. Et aux étudiants, je leur demande aussi de ne pas se résigner, de faire tout pour exiger un minimum d'hygiène, un minimum de propreté, un minimum d'équipement et de conditions décentes pour leurs études, mais aussi qu'ils prêchent par l'exemple, qu'ils ne contribuent pas à ce que l'hygiène se détériore en étant propre et même en contribuant à cette propreté en aidant les travailleurs dans ce qu'ils peuvent faire. Professeur Charles Nditije demande aux professeurs et aux parents aussi d'exiger des conditions décentes pour leurs étudiants. Encore une fois, le professeur Charles Nditije. Je demande également aux professeurs de ne pas venir donner cours et partir comme si de rien n'était, qu'ils exigent aussi des conditions décentes de travail, notamment au niveau des auditoires, et des salles de cours, des bibliothèques qui devraient être équipées, qui devraient être propres. Et je demande également aux parents qu'ils soient alertés et qu'ils se mettent ensemble pour exiger un minimum de conditions, un minimum de respect envers leurs enfants et qu'ensemble ils puissent exiger du gouvernement qu'ils mettent à disposition des étudiants les conditions décentes pour permettre une formation de qualité. Il va de l'avenir du pays, il va de l'avenir de cette jeunesse, le Burundi de demain. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal de ce mardi 2 novembre 2021. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bonne soirée chez vous.